Bonsoir. Tout le monde s'accorde pour dire que le MOOC est un mot horriblement moche et qu'il recouvre une diversité telle qu'au final, il ne veut pas dire grand-chose. C'est un mot valise, mélange de magazine et de book. D'ailleurs, c'est à l'origine le nom d'un MOOC particulier, celui des éditions Autrement. Bref, ce serait comme un magazine, mais en plus gros, en plus beau et en plus cher. Bon, tout de même, on sent qu'il se passe quand même quelque chose, que de nombreuses revues se sont lancées et qu'elles n'ont rien à voir avec les revues Esprit ou autres revues des deux mondes. Pour faire vite, ce sont des revues bimestrielles, trimestrielles, qui font des articles longs avec beaucoup d'illustrations. Elles explorent souvent les frontières de l'édition et du journalisme, à la fois avec une volonté de raconter le réel et de raconter des histoires. Les pionniers, bien sûr, c'est la revue 21 que tout le monde connaît, mais ce soir, nous avons pris le parti de nous pencher sur les outsiders, en quelque sorte. Tout le monde sait que 21, ça marche très bien. Un tirage à 60 000 exemplaires, des ventes à 45 50 000 exemplaires. Et la question de ce soir, c'est de s'interroger sur l'avenir de toutes ces revues qui ont suivi. S'agit-il d'une mode, d'un mouvement? Je me permets donc de citer Patrick de Saint-Exupéry, fondateur de 21, puis ensuite on essaiera vraiment de parler plutôt des petits nouveaux. En 5 ans d'existence, nous avons créé un marché. Il y a maintenant une vingtaine de revues qui sont apparues depuis la naissance de 21. Je trouve ça très bien. Cela témoigne d'une grande vitalité, d'envie. Dans ces 20 revues, il y en a forcément qui vont disparaître. Il y a eu déjà de beaux échecs, par exemple Obo du magazine L'Équipe, qui je crois n'a publié que 2 numéros. Alors, donc coup de projecteur ce soir sur cette vingtaine de revues. On ne va pas tous les citer, j'en ai amené quelques-unes. Longcourt, France Culture Papier, Muse, Le Believer. Bon, et on va surtout parler ce soir de certaines revues en particulier. Alors avec comme invité David Servenet qui participe au lancement prochain de la revue dessinée, va nous dire tout de suite de quoi il s'agit. Adrien Bosque qui a lancé 2 revues, Feuilleton et plus récemment Des Sports. Et puis un libraire, puisqu'il est au cœur de la distribution de ces nouvelles revues, avec Elie Valla de la librairie Les Guetteurs de Vent dans le 11e arrondissement de Paris. Donc pour commencer, on va peut-être démarrer avec le petit dernier des MOOC, puisqu'il n'est même pas encore sorti. David Servenet, vous nous avez amené quelques planches de la future revue dessinée. Expliquez-nous un peu la genèse de ce projet, donc une revue de reportage entièrement en bande dessinée. Oui, bonsoir. Alors, la revue dessinée, enfin l'idée de la revue est née il y a un peu plus d'1 an maintenant. Elle a été annoncée au Festival d'Angoulême, donc on est en 2013, oui, donc 2012. Au départ, c'est un projet en fait qui est issu d'un petit groupe d'auteurs de bande dessinée, un dessinateur qui en a eu en fait l'idée initiale, qui s'appelle Franck Bourgeron et qui est le patron de cette revue, son rédacteur en chef. 3 scénaristes que sont Sylvain Ricard, Olivier Jouvray et Chris, et une romancière qui s'appelle Virginie Olanier. Moi, je suis le vilain petit canard de la bande, c'est-à-dire pas du milieu de la BD, je suis journaliste et j'ai croisé leur route quelque temps après l'annonce de leur projet. Et on a un petit peu uni nos forces, à la fois parce que si on revient sur la genèse de ce projet, il y a un peu une double paternité, si je puis dire. D'un côté, il y a l'envie des auteurs de BD depuis de longues années maintenant de sortir de leur atelier pour aller voir un peu comment le monde vit et comment on peut le représenter aujourd'hui. Associé à une crise économique assez importante dans ce milieu, on pourra y revenir, mais il y a une grande précarité aujourd'hui qui règne pour les auteurs de bande dessinée. Et il y avait, vous devez aussi le savoir, depuis de longues années, des négociations assez dures avec le syndicat national de l'édition autour des droits numériques. Et face au syndicat national de l'édition, il y a un syndicat des auteurs de BD dont plusieurs des cofondateurs de la revue sont des membres, enfin ont été en tout cas des membres actifs. Et face au blocage de ces négociations, il y avait aussi la volonté de la part de ces auteurs de se prendre en main, de créer un projet qui leur permettrait d'éditer d'abord la BD qu'ils souhaitent éditer et dans des conditions économiques, on pourra y revenir aussi, peut-être un petit peu plus favorables que ce que propose aujourd'hui le marché. De l'autre côté, il y a, moi c'était ma première envie en rejoignant ce projet, il y a du côté des journalistes aussi, je pense, une certaine
frustration, sinon une lassitude, en tout cas pour les gens qui investissent des sujets un peu complexes au long cours, que ce soit des projets de reportage ou d'enquête, une frustration à ne pas trouver suffisamment d'espace. Et là aussi, on en parlait tout à l'heure, des conditions économiques, on va dire à peu près correctes, pour pouvoir publier ce qu'on souhaite publier, que ce soit des enquêtes ou des reportages. Et l'idée finalement de pouvoir rendre compte de ces sujets un peu complexes via un vecteur, un média comme la bande dessinée, moi me semblait assez pertinente. Et c'est une idée qui plaît, puisque à chaque fois qu'on contacte des journalistes qui sont des reporters ou des enquêteurs et qu'on leur dit t'as beaucoup travaillé sur ce sujet, est-ce que ça te plairait de le faire en bande dessinée, on a très rarement un accueil négatif de leur part, au contraire. Parce que ça permet aussi, et je crois que c'est une donnée qui est importante dans l'analyse qu'on peut faire de ce phénomène, ça permet de rendre accessible de l'information, on va dire, à haute valeur ajoutée, à des gens qui, sinon, n'y auraient pas forcément accès. Moi, je cite souvent l'exemple de Mediapart, donc, qui sont des copains dont je respecte beaucoup le travail. Mediapart, c'est très bien, c'est une réussite éditoriale. C'est à peu près 65 000 abonnés aujourd'hui dans un pays de 60 millions d'habitants. Moi, en tant que journaliste, ça me pose un problème parce qu'on voit bien qu'il y a un décalage entre le nombre relativement réduit de gens que ça peut toucher et l'ensemble de la population. Et la question que je me pose fréquemment, c'est finalement à quelles conditions, à la fois économiques et en matière de format d'expression, on peut arriver à faire passer, une fois de plus, de l'information à forte valeur ajoutée auprès d'une population qui n'y a pas forcément accès, à la fois pour des raisons culturelles, on pourra y revenir, mais aussi pour des raisons financières. Voilà, et c'est de tout ça, je ne sais pas si tout ça est très clair quand je l'explique, mais c'est de cette double envie, de ce double mouvement, d'un côté des gens du milieu de la BD et de l'autre côté de l'univers journalistique, qu'est né le projet de la revue dessinée, qui a mis un petit peu de temps à se monter parce qu'au début on n'avait pas un copec, et il fallait en trouver des copecs. Donc on a mis à peu près 6 mois à faire ce qu'on appelle une levée de fonds, pour pouvoir financer la mise en route du projet, qui va être à la fois donc un projet avec une sortie simultanée en papier et en numérique sur l'Apple Store. Donc une revue trimestrielle de un peu plus de 200 pages, d'enquêtes, de reportages et de documentaires entièrement en bande dessinée. Avec donc l'idée aussi de faire quelque chose de qualité, à la fois sur le papier et en numérique. Et donc tout ça, évidemment, prend pas mal de temps. On a bouclé cette levée de fonds un peu avant Noël. Là, en ce moment, on est en plein dans le chantier technique notamment, le chantier éditorial aussi, et puis tout ce qui est lié à la fabrication, à la distribution, qui est aussi un énorme chantier. Bref, comme vous pourrez le comprendre, c'est l'ensemble de problématiques qui sont assez complexes à résoudre, surtout quand on est une toute petite société qui fonctionne avec 2 postes et demi en tout, 2 salariés. Voilà, normalement la sortie du premier numéro est prévue pour septembre, si tout va bien, et voilà. Alors concrètement, du coup, on peut regarder quelques planches, ce que ça va donner. Alors, je souligne d'emblée que ces planches n'ont aucun caractère définitif. C'est beaucoup basé sur des essais, notamment cette une avec un dessin de Jean-Philippe Stassen, qui est un auteur belge qu'on aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur la région des Grands Lacs et le Rwanda. Donc, grosso modo, la une ressemblera à peu près à ça, en tout cas dans son logo et dans son monogramme. Voilà, graphiquement, ça sera sûrement très différent. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on va faire. Ça, c'est un reportage qu'a fait Marion Montaigne, et c'est assez amusant qu'on soit ici, puisque elle l'a fait de l'autre côté de la rue, dans la ménagerie du Jardin des Plantes. Et Marion Montaigne, qui est une auteure qui a beaucoup d'humour, je ne sais pas si vous connaissez un peu les aventures du professeur Moustache, qui est donc de la vulgarisation scientifique un peu trash, on peut dire. Marion donc a fait en fait un vrai reportage. Elle est allée plusieurs fois visiter
les coulisses, en fait. Elle nous raconte les coulisses de la ménagerie du Jardin des Plantes. Donc en commençant notamment par le bureau de son directeur. Rares sont les directeurs qui ont des posters aussi cool dans leur bureau. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des posters d'animaux, etc. Et alors ça fait partie des choses où on s'est dit c'est assez compliqué d'arriver à unir en fait ce qui fait la force de la bande dessinée avec la force du journalisme. Pourquoi ? Parce que quand on a du dessin sous les yeux, on sait d'emblée qu'on a un regard subjectif nécessairement qui est celui de l'auteur. Et en même temps, nous on tient à ce que dans l'ensemble de ce qu'on va proposer dans la revue dessinée, tout soit journalistiquement le plus vérifié et validé possible. C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez lire, même si parfois c'est traité avec humour ou un petit décalage, sera vu, vérifié, validé selon des critères journalistiques classiques. Ce qui nous a poussé à nous poser des questions, par exemple, sur la question de la narration. En bande dessinée, même si vous faites de la bande dessinée du réel ou de reportage, il arrive assez fréquemment que les auteurs, par exemple, aient recours à un narrateur fictif. Et la question s'est posée. À un moment donné, on s'est dit, ok, là on a une histoire, tout est vrai. Est-ce qu'on peut introduire dans une histoire un narrateur fictif ? En l'occurrence, la réponse a été plutôt non, parce qu'on s'est dit, il pourrait y avoir une vraie confusion pour le lecteur, à savoir que si on lui dit tout est vrai, ou en tout cas le plus vérifié possible dans les éléments d'information, c'est compliqué d'introduire un narrateur fictif. Ça pourrait faire l'objet d'un certain nombre de confusions. Donc là, par exemple, tout est vrai dans ce que raconte Marion Montaigne, toutes les anecdotes qui sont souvent des choses un petit peu historiques ou que lui ont raconté les gens, et en même temps, c'est mis en scène avec la qualité ses qualités narratives et la qualité de la bande dessinée. Idem pour le reportage que Jean-Philippe Stassen a fait dans un quartier qui s'appelle Matongé, qui est initialement un quartier de Kinshasa, mais qui a été aussi, dont l'appellation a été reprise à Bruxelles par les exilés congolais. Et il nous raconte en fait un petit peu les convulsions de la RDC via un reportage à Bruxelles. Voilà pour ceux qui connaissent un petit peu son extraordinaire dessin et son sens de la narration. Autre élément important de la revue, on va consacrer beaucoup de choses à l'enquête. Pourquoi ? Parce que on considère qu'on n'a pas envie, en termes de ligne éditoriale, de promouvoir ce que j'appelle une ligne un peu exotico-romanesque. C'est-à-dire que les histoires qui nous intéressent n'ont pas forcément à se produire à l'autre bout du monde en étant une belle histoire. Les histoires qui nous intéressent et qu'on a envie de proposer à nos lecteurs, c'est des histoires, alors je vais employer un mot horrible, qui est un mot régulièrement utilisé, mais on veut faire des histoires concernantes. Pas concernantes au sens où on l'emploie souvent quand on fait de la télévision, c'est-à-dire les histoires, il neige, donc on va vous parler pendant 15 minutes de la météo et de la neige au JT. Au sens, pour nous concernant, c'est au sens anglo-saxon du terme, et quand les Américains ou les Anglais disent concerning, ils veulent dire engageant. Et nos histoires, on veut qu'elles soient engageantes pour les gens, c'est-à-dire qu'elles éclairent leur quotidien, à la fois notre époque et leur quotidien à eux. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a fait le choix de travailler avec Jean-Marc Manac, qui est un journaliste qui travaille depuis de très longues années sur tout ce qui est problème de liberté publique lié à l'usage d'Internet. Et Jean-Marc a fait une très longue enquête sur une boîte française qui s'appelle Amesis, qui a vendu un outil de filtrage d'Internet à la Libye du colonel Kadhafi, lequel outil, installé par des jeunes ingénieurs à Tripoli, a servi ensuite à arrêter des opposants qui étaient repérés sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., qui, pour certains, ont fini dans des centres de torture des services de renseignement. Et donc, c'est cette histoire, par exemple, qu'on va raconter, qui est à la fois une histoire très grave, par rapport au contexte dans lequel elle s'est déroulée, et qui est en même temps une histoire de pied nickelé, au sens propre du terme, notamment parce que ces très jeunes ingénieurs français qui ont installé ce système sans avoir
vraiment forcément de vision sur les conséquences que ça pourrait provoquer, se sont comportés pour une bonne part comme des pieds nickelés. Voilà, donc là c'est Jean-Marc Manac, l'enquêteur, qui est dessiné. Ça, c'est aussi une question qui revient assez souvent dans le traitement qu'on fait. Est-ce que, par exemple, le dessinateur met en scène, avec sa subjectivité, mais ce regard subjectif qui est celui de l'enquêteur? Alors, on sait qu'il y a des réponses dans l'historique de la BD reportage. Si c'est un sujet qui vous intéresse un peu, vous savez que Joe Sacco, qui est un dessinateur américain d'origine maltaise, qui a fait, il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans, une série d'albums qui s'appelle Palestine, qui est considéré aujourd'hui dans l'histoire de la BD comme le premier grand BD reportage produit à l'époque, donc on est au début des années 90. Joe Sacco a pris pour habitude, lui, de se dessiner en train d'interviewer les gens, d'aller dans les endroits dont il nous raconte l'histoire. Voilà. Et là, c'est le choix qu'a fait Nick Hobby, donc le dessinateur, pour raconter toute cette histoire. Vous avez une démarche un peu différente avec cette enquête qui concerne les énergies extrêmes, qui est une enquête donc du journaliste Sylvain Lapoix, dessinée par Daniel Blancou, qui est un dessinateur qui est basé à Strasbourg, et qui là va nous raconter l'histoire. Alors on voit toujours un peu par le petit bout de la lorgnette toutes les polémiques autour des gaz de schiste, et là on a voulu un peu élargir la focale et essayer de comprendre comment, depuis une quinzaine d'années, les grandes majors de l'énergie partout dans le monde se sont associés pour mettre au point un certain nombre de techniques, donc qui sont l'exploitation des gaz de schiste, des sables bitumineux, etc., pour anticiper le pic de l'après-pétrole, dont ils connaissent l'issue depuis un certain temps. Et pour ça, ils ont mené un certain nombre de recherches, d'évolutions techniques, d'opérations de lobbying dans des pays qui ont été dûment sélectionnés. Voilà. Et ça, c'est une enquête donc un peu au long cours qu'on va mener, puisque elle sera publiée, elle fera une centaine de pages, et elle sera publiée donc en plusieurs numéros. Puisqu'à chaque fois, sur donc un peu plus de 200 pages, il y aura dans la revue dessinée un grand récit qui sera un reportage ou une enquête d'à peu près une cinquantaine de pages, donc l'équivalent de la taille d'un album de BD classique. 3 à 4 récits moyens qui feront entre 20 et 40 pages, et puis toute une série de chroniques. Et je vais avancer un petit peu, comme par exemple Passion Bite, qui est une chronique que fait Aka, le dessinateur, et Hervé Bourris, qui est dessinateur et scénariste, sur l'histoire de l'informatique. Alors, a priori, on se dit c'est pas forcément très passionnant, et en fait, si. Surtout quand c'est traité avec un peu d'humour, là encore avec des faits et des anecdotes qui sont toutes absolument véridiques. Voilà, dans un autre genre. Donc on a quelque chose qui est très ambitieux quand même. Et, un peu, peut-être. Et alors, Adrien Bosc, en fait, vous avez une démarche assez similaire finalement avec Feuilleton et des sports, sauf que vous êtes à travers un prisme plus littéraire. Vous racontez aussi, vous, des histoires concernantes. Feuilleton s'est spécialisé dans la traduction de très longs reportages et de nouvelles issues de la presse anglo-saxonne. Des sports, c'est un peu le pendant sport de Feuilleton. Vous allez vous expliquer un peu ce que c'est. Et est-ce que David Servenet parlait de la frustration du travail journalistique qu'on trouve dans la presse classique? Est-ce que vous aussi, ça vient d'une frustration de la presse et peut-être aussi du monde de l'édition, de la non-fiction? L'édition est un peu trop ronronnante? Je peux le prendre? Oui. D'accord. Bonjour. Je ne sais pas si c'était une frustration de notre côté. En tout cas, nous, on ne vient pas de la presse, puisque l'équipe initiale est composée donc de moi-même et de Gérard Bérébi, qui est le directeur des éditions Alia. Nous-mêmes, on n'avait pas une frustration. En tout cas, on vient purement du milieu de l'édition et on pouvait faire notre travail plus ou moins justement au long cours, puisque la place là n'est pas limitée. Par contre, évidemment, quand on est arrivé et qu'on a commencé à publier, puisque Feuilleton publie à peu près un tiers de reportages originaux français, on a évidemment senti, et le retour des journalistes était effectivement qu'ils y trouvaient là une place qu'ils ne trouvaient difficilement ailleurs, ou à force de concession, et
une sorte de rapport à l'éditorial aussi, qui était tout à fait différent, qui était plus proche justement du monde de l'édition, avec des retours plus fréquents et plus travaillés sur le texte. Nous, c'est plus qu'une frustration, c'est né vraiment aussi d'une constatation qui était la nôtre. Gérard Bérébi, avec les éditions Alia, avait monté plusieurs collections à l'intérieur de sa maison, dont une qui faisait beaucoup de traductions de rock critique américain, donc avec des livres comme Please Kill Me ou Read It Up Start Again, qui ont été à chaque fois, qui ont rencontré leur public. Et une autre collection à laquelle j'ai collaboré avec lui, qui était une petite collection à 3 €, donc on parlait de démocratisation aussi, c'était très accessible, de traduction de longs reportages du New Yorker, de Harper's, de Vanity Fair, de toutes ces revues anglaises ou américaines qui ont l'habitude, elles, depuis très longtemps, de faire du grand reportage. Et on y a vu un appétit aussi de lecteurs, puisque ces livres ont très bien marché. Il y avait un qui s'appelait Madoff, l'homme qui valait 50 milliards, qui était de Mark Seal, qui était un reportage du New York Times Magazine, qui suivait les premiers jours des révélations à l'intérieur du cabinet de Madoff, comment la plupart des collaborateurs découvraient aussi au même moment la chaîne de Ponzi. Et puis d'autres textes, dont ceux de David Grahan, qui est l'un des grands reporters du New Yorker, a travaillé beaucoup sur le fait divers et sur ces histoires dont on peut dire qu'elles questionnent l'invraisemblance du réel, comment le réel est toujours plus inventif que la fiction, bizarrement. Donc tout simplement, en tant qu'éditeur et en travaillant sur ces ouvrages-là, on s'est demandé et on s'est dit, surtout, on a trouvé dommage de ne pas réunir ça dans un même magazine, puisque Courrier International existe en France, mais est limité par sa place en nombre de signes. C'est d'ailleurs plus spécialisé dans les articles d'hebdomadaires étrangers et en mettant de plus en plus ce qu'ils nomment extraits, donc avec beaucoup de coupes, alors que les reporters américains sont plutôt contre les coupes, qu'on est arrivé sur une constatation qui était un manque, en tout cas pour nous en tant que lecteurs et éditeurs, et de vouloir le combler par ce format hybride qui était le seul à pouvoir accueillir ça. Alors pour vous, il y avait un manque, mais est-ce que ça marche? Du coup, Feuilleton, aujourd'hui, c'en est où? Et des sports aussi, 8000 exemplaires vendus pour Feuilleton, c'est ça, à peu près? D'accord. Alors, Feuilleton a commencé, alors évidemment, il y a toujours un effet, ce qu'on dit, un effet de lancement. Donc, le premier numéro de Feuilleton s'est vendu à 16 000 exemplaires. Ça a été pour nous un vrai succès. Puis, derrière, il y a eu un tassement sur le numéro 2. On s'est retrouvé à 12 000. Et notre vrai rythme de croisière, en fait, est entre 8 et 10 000 exemplaires au numéro. Sachant que notre point mort est à 8 000 exemplaires, qu'on a dû revoir notre pagination pour l'adapter à notre point mort, puisqu'on était sur un 256 pages qui nous demandait d'être plutôt à 10 11 000 exemplaires. Là, on est sur une revue qui est à l'équilibre et qui peut continuer à chaque numéro, qui se finance d'elle-même. À 8 000 exemplaires, c'est comme ça qu'on continue. Surtout, on voit que Feuilleton, au fur et à mesure des numéros, gagne aussi en crédibilité, en public, en lectorat, avec notre positionnement qui est fort, parce que surtout, et c'est ça, je pense, ce sur quoi on reviendra quand on parle de phénomène, il y a eu à boire et à manger dans ce qui est arrivé, et il n'y a pas eu toujours des choses qui avaient une identité forte, en tout cas de départ, qui pouvaient se justifier d'elles-mêmes aussi, dire pourquoi, évidemment, elles venaient peut-être combler un manque. En tout cas, il nous semblait que nous, sur la traduction, et ça continue puisque on n'est pas justement... David Servenet parlait assez justement de... Je ne sais pas pour le terme d'histoire concernante, mais en tout cas d'un risque qui est celui de l'exotico-romanesque, qui est un vrai risque dans ce genre de format, où je pense que certains ont cru y voir sans doute en plus une méthode, donc l'ont appliquée assez bêtement, mais les histoires concernantes, c'est aussi... effectivement, quand on peut avoir des histoires au long cours qui tout simplement se trouvent à 500 mètres, comme la ménagerie du Jardin des Plantes, mais aussi comme dans Feuilleton, ça a été le cas avec La guerre en appartement, qui était cet article de Philippe Vassé, qui expliquait comment le pétrole afghan transitait entre guillemets par le Marais. C'est tout simplement qu'une société se trouvait dans le Marais, il avait commencé à enquêter et il s'y était intéressé de près. Et il montrait tout simplement la mondialisation des échanges et comment elle se matérialise parfois jusque dans un hôtel particulier du Marais. Mais aussi les histoires comme celle-là sont aussi celles des reporters étrangers
qui s'intéressent à notre pays et qui le font de très près. Donc, dans le numéro de juin, on fait paraître une enquête de Langewiesche, qui est l'un des reporters du Vanity Fair, dont on avait déjà publié des textes, qui s'intéressent à la Légion étrangère française, ou dans le premier numéro, les Pink Panthers, qui était cette bande de voleurs de bijoux issus de l'explosion des Balkans et qui avait œuvré entre autres place Vendôme et à Monaco. Donc c'est aussi la question du défraiement, et peut-être forcément ces reportages-là ne nécessitent pas forcément aussi d'aller à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est pour... voilà, Feuilleton est une revue qui peut continuer et qui continue, et c'est surtout ça l'important pour nous, c'est de pouvoir publier ces reportages-là et de continuer. Desports a un modèle un tout petit peu particulier. Il a un point mort qui est plus bas, bizarrement, alors qu'il semble plus fabriqué. Alors Desports, par rapport à Feuilleton, effectivement, on a une couverture cartonnée, on a sur quelque chose qui ressemble encore plus à un livre que Feuilleton. Ça ressemble plus à un livre à l'anglaise, qui est cette tradition vraiment du hardcover. Nous, on avait très envie de travailler avec aussi ce principe du cartonné, parce que on était parti un peu d'un principe qui était si on traite du sport et si on va en traiter d'une manière différente, presque dans la fabrication, allons au bout et donnons à ce qui est le plus méprisé la matière la plus noble. Enfin, il y avait une sorte de pied de nez comme ça qui devait se jouer. Et puis on avait en tête une phrase, enfin une définition qui revenait assez souvent entre nous, qui était on va faire une sorte d'almanach périodique, enfin qui revient. Donc travaillons autour de la notion d'almanach et de bel objet. On se sent assez proche. Plus que du phénomène justement des MOOC, dont le terme, évidemment, nous, on s'y retrouve très peu, on se sent plus proche de certains éditeurs qui, eux, privilégient la fabrication comme moyen de se distinguer. Donc on pense à des gens comme Toussaint Louverture, comme Attila, mais comme Alia aussi, qui sont des gens qui privilégient aussi un rapport différent à la fabrication. Donc je reviens pourquoi Desports est à une rentabilité moindre malgré sa fabrication supplémentaire. C'est aussi parce qu'on a décidé sur Desports de faire appel à... il y a 2 annonceurs à l'intérieur de Desports pour lesquels on a refait entièrement... on a proposé à certains de nos illustrateurs de retravailler en fait leurs annonces et de les créer totalement de toutes pièces. Ce qui nous a permis, grosso modo, en fait, de payer la fabrication. Donc la fabrication des sports par rapport à Feuilleton est payée par la publicité, c'est ça? Elle est en partie, oui. En partie, quasiment sa totalité reste à notre charge, les auteurs, les illustrateurs, mais bon, c'est évidemment pas en paiement direct à l'imprimeur, mais c'est un budget en nous qui est un budget qui ne pouvait pas se faire avec Feuilleton, qui n'était pas l'ambition de Feuilleton, mais sur Desports, qui était un projet plus compliqué aussi à faire naître, il nous semblait nécessaire d'emblée de se créer de ne pas être obligé d'avoir une rentabilité qui aurait été, si on avait suivi, à 15-16 000 exemplaires, ce qui nous semblait dangereux aussi face à la recrudescence de tout ce qui arrive et qui nécessairement aussi obstrue ce qu'on peut qualifier d'un marché, mais qui est plus un rapport au lectorat qui est un encombrement. Pour l'instant, pour Desports, en attendant les retours évidemment, mais on a déjà des sorties et on sait, c'est sorti le 24 janvier, on est sur une tendance qui va être à 8-9 000 exemplaires. Pour un tirage de 10 000, on n'a plus de tirage, c'est-à-dire on n'a plus d'exemplaires en stock pour Desports. Donc tout est sorti, mais on sait qu'il y aura des retours nécessairement. Mais là où ça s'est vendu, on sait que les commandes avaient été d'emblée importantes. Donc pour nous, Desports est plutôt un pari réussi qui continue, puisqu'on termine la fabrication du numéro 2, qui sortira en mai. L'ambition, parce que là vous me parliez d'emblée du modèle économique, et l'ambition de Desports, c'était d'en parler autrement et de revenir à une certaine lettre de noblesse du journalisme sportif, qui a une vraie tradition en France, au travers évidemment de Blondin et d'Henri Garcia par exemple, mais plus récemment, la plupart des journalistes ont fait leurs armes aussi dans le journalisme sportif. On peut penser aussi à Jean Asfeld, qui a été journaliste sportif avant d'être ce journaliste de guerre qu'on a retrouvé sur les conflits comme celui du siège de Sarajevo et du Rwanda aussi. Mais on y trouvait à l'intérieur de Desports, on voulait proposer aussi une place que les journalistes sportifs ne trouvaient plus. Parce qu'ils ont cette spécialisation. Dans le numéro 2, c'est quelqu'un qui
par exemple, qui travaille sur un grand portrait sur Magic Johnson, qui est Jérôme Casadieu, de l'équipe, qui évidemment ne peut pas publier, comme on va le publier, 45 000 signes sur Magic Johnson. Dit comme ça, peut-être que ça peut être un sujet qui restreint, on va dire, l'intérêt peut-être, en étant simplement sur le sportif. Nous, on a fait le pari qu'à travers ces histoires-là, on dépassait toujours le simple cadre du sportif, que, évidemment, l'histoire de Magic Johnson, c'est parce que, outre, évidemment, le symbole qu'il a été dans les années 80 de ce joueur qui a été aussi atteint du HIV, comment il est devenu ce businessman qui, désormais, est quasi le bras droit d'Obama sur les questions de la reconstruction dans les quartiers. Et que, plus ou moins, on parle d'une future entrée dans un gouvernement, puisqu'il a été assez proche d'Hillary Clinton pendant la campagne. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment ce simple portrait décale et raconte une nouvelle image de l'Amérique, tout comme dans le premier numéro, le grand portrait était sur Jean-Marie Balestre, qui est l'ancien président mort de la Fédération internationale de Formule 1, mais qui était aussi un collabo avéré pendant la guerre, avec des photos sous le portrait d'Hitler, qui avait monté une gazette avec R100, une gazette qui était plus ou moins l'adaptation d'une gazette de Waffen-SS, et qui, au lendemain de la guerre, comme aussi une histoire c'est vraiment une histoire bien française de ces gens qui sont passés entre les gouttes après la guerre, qui se sont retrouvés dans les plus grandes instances, dans les gouvernements, ou, par exemple, pour évidemment l'exemple de Papon, préfet de la Seine, mais Balestre avait son image aussi de cet homme qui passe entre les gouttes et qui se retrouve à la fin à arbitrer le duel Senna-Prost dans les années 80. Alors vous, en tant qu'éditeur, Adrien Boss, vous aviez le besoin de créer ces revues, feuilletons, des sports. Elie Valla, vous, en tant que libraire, est-ce que vous avez ressenti et vous ressentez une demande du public pour ce type de revue? Parce qu'effectivement, on a dit il y a quand même un encombrement, il y a énormément de concurrence, il y a à boire et à manger, comme l'a dit Adrien Bosc. Comment le reçoit le public? Bonsoir. Nous, effectivement, en bout de chaîne, en bout de table, et au contact des lecteurs sur le terrain, ce qu'on a pu voir arriver, c'est depuis 5 ans, et effectivement, le premier, 21, qui a lancé un peu toute cette vague. Depuis, on a vu arriver pléthore de magazines, revues, on pourrait prendre toutes les appellations qu'on veut, sauf celle de MOOC. Et cette pléthore-là, au sein de toutes ces sorties, se sont distingués assez vite certains titres, à la fois par leur politique éditoriale, leur ligne générale, aussi par leur charte graphique et les moyens de les distinguer des autres. Et oui, vite, on a vu et on voit au sein du lectorat une demande. Alors après, est-ce que la demande a été suscitée par le fait que désormais on rentre dans une librairie généraliste, une librairie indépendante, il va forcément y avoir toute une zone, une table ou un coin un peu kiosque comme ça, sur laquelle vont s'étaler tous ces titres. Donc il y a de l'offre, c'est indéniable, et depuis 5 ans on la voit exploser. Mais après, et très vite, en fonction de ce que nous, en tant que libraires, dernier maillon de cette chaîne vers le lecteur, on peut conseiller, on peut mettre en avant, mais aussi par les qualités intrinsèques développées par ces revues, les lecteurs sont demandeurs, effectivement. Donc, comme je l'ai dit, ressortent les meilleurs, en général. Il y a eu des flops, ça c'est indéniable. Et pour certains, dont Feuilleton, dont 21, dont, je l'espère, la revue dessinée à venir, il y a une demande, même avant que le prochain sorte. On nous demande quand le prochain va sortir, ce dont il va parler, sur quoi il va être.
Là aussi, le rôle des attachés de relations auprès des libraires au sein des maisons d'édition est important. Contribuer, faire des lancements, être sur le terrain, montrer tout ça. Mais il s'avère que de plus en plus, cet objet culturel à situer entre le journal, le pur magazine et le livre, par sa pagination, par son prix, par les chartes graphiques qui sont adoptées, c'est devenu une habitude. Ça suscite de l'attente, de la demande, en général, et les lecteurs ne sont pas déçus, et ils savent trier le grain de livret assez vite. C'est devenu une habitude chez qui? Est-ce que ça a amené une nouvelle clientèle dans la librairie, ou est-ce qu'au contraire ce sont des lecteurs de livres qui se reportent sur ce type de revue? Il y a eu une nouvelle clientèle. Ça, c'est indéniable. Et ensuite, ceux qui étaient déjà des lecteurs assidus, des clients fidèles, certains qui reviennent, qu'on reconnaît, qu'on connaît, ont aussi pris pour habitude de prendre leur revue, le magazine qu'ils attendent. Effectivement, ils ne prennent pas ces revues-là, ou ces objets culturels-là, comme ils prendraient la Nouvelle Revue Française, le magazine littéraire, Transfuge, ou des choses comme ça, qui peuvent être aussi en kiosque, qui doivent aussi beaucoup jouer sur le côté abonnement et vente, mais ça, peut-être qu'on pourra plus voir avec Adrien Bosc aussi. Il faut bien mesurer aussi tout ce que nous, en tant que libraires, tout ce dont on n'a pas conscience, parce que c'est de la vente à domicile, enfin c'est de l'abonnement. Donc ça a attiré une nouvelle clientèle, et ça n'a pas créé, il n'y a pas eu de rejet de la part de ceux qui venaient acheter des livres, que ce soit des livres de fiction, des livres de non-fiction. Ça, c'est dû aussi au fait que ces revues, certaines sont généralistes, d'autres se sont spécialisées, parfois un peu trop, parce que ce qui pouvait paraître un créneau peut vite s'avérer une ornière, une impasse. Celles qui ont su rester généralistes, originales, et garder une ligne éditoriale, c'est ça qui est important aussi pour les lecteurs qui viennent nous voir, c'est-à-dire savoir reconnaître l'objet, mais savoir aussi que la ligne éditoriale qui a été dès le début signifiée continue à faire sens, et que les comités de rédaction continuent à travailler dans le sens qui leur a été indiqué. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine réticence quand même de la part des lecteurs traditionnels, de votre clientèle traditionnelle, à mettre 15, 20 euros dans quelque chose qui n'est pas totalement un livre? Comment, en termes de conseils, ça se passe pour vous? Est-ce que ça change votre métier à ce niveau-là? Il a fallu s'adapter, mais je vais encore revenir là-dessus. De toute façon, la qualité fait la différence d'elle-même. Il est vrai que quand un lecteur va rentrer dans la librairie, va vouloir un conseil pour lui, pour faire un cadeau, pour autre chose, c'est assez délicat de le conduire vers un magazine. Pour le coup, quelle qu'en soit la qualité. On va lui mettre dans la main, et il va falloir, on le sent au quotidien, faire l'effort et lui dire, mais oui, ça coûte 16 euros, oui, ça coûte 17, 20, donc c'est le prix d'un grand format. Et au début, en laissant un peu sceptique, dubitatif, bon, ils vont l'ouvrir, on va leur dire, c'est des reportages au long cours, c'est des traductions originales, c'est des reportages complètement inédits. C'est à cet égard ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que le grand reportage en bande dessinée qui sera systématiquement en dossier, en cahier central, c'est l'équivalent d'une bande dessinée. On peut dire aussi dans une revue comme Feuilleton, dans des sports aussi, il y a des nouvelles. Il faut leur faire comprendre que c'est comme s'ils achetaient un livre de nouvelles, sauf que ça se présente comme une revue. Et là, c'est pareil, il faut leur dire, vous ne le trouverez pas en kiosque, c'est ici que ça s'achète. Et c'est un plus, c'est un bien culturel qui se situe entre les deux. Dans leur esprit,
effectivement, c'est parfois difficile. C'est parfois difficile de les amener vers cet achat-là la première fois. Maintenant, on en voit de plus en plus revenir, qui ont pris pour eux le magazine en question, qui vont revenir et qui vont nous le faire emballer, qui vont nous faire un paquet cadeau, qui vont l'offrir pour faire découvrir quelque chose d'autre. Et là, pour le coup, quand ça prend comme ça, donc ça, encore une fois, c'est parce que la revue est de qualité. C'est un bien pour les lecteurs et c'est un bien pour les librairies généralistes, pour les librairies indépendantes, indéniablement. Adrien Bosc, Livala nous explique que finalement le public ne s'y trompera pas dans cette profusion. Comment on fait pour se différencier dans cette concurrence absolue entre tous ces MOOC qui paraissent presque chaque semaine? Nous, on n'a pas eu besoin absolument quand on est arrivé, parce qu'on avait, mais comme la revue dessinée telle qu'il explique son projet, David Servenez, c'est quand on a un projet particulier et des intervenants à l'intérieur qui ont un passé aussi à l'intérieur de ces projets-là. Je pense que c'était de la même manière quand la revue 21 est arrivée. Elle est arrivée aussi avec un passé. C'était celui d'une maison d'édition d'essai et d'un grand reporter. Donc il y avait une légitimité aussi à raconter quelque chose et à vouloir aller vers ce projet-là. Je pense que quand on dit que les lecteurs ne se trompent pas, c'est parce que tout simplement l'effet de nouveauté peut fonctionner, évidemment. Et après, le plus difficile, c'est de convaincre sur la longueur, sur 5e, 6e numéro, de faire revenir un lecteur par rapport justement à cette profusion qui arrive. Nous, on a très peu de difficultés à nous distinguer, puisqu'on fait appel vraiment en grande partie au reportage étranger. On se trouve sur un positionnement où on était vraiment autre chose, c'est-à-dire, si je dois caricaturer un peu, ce dont tout le monde se dit héritier. On fait traduire ce dont les autres se disent héritiers, c'est-à-dire la tradition du New Yorker, et qui était intraduite. Donc, pour nous, c'était pas si difficile. Après, à l'intérieur, il y avait aussi la nouvelle littéraire qu'on essayait de faire combiner un peu à la manière de ces formats anglo-saxons, comme on n'a pas parlé de la revue Grenta, mais qui est, si on doit dire, la mère de toutes ces revues, c'est-à-dire un magazine-livre qui s'est vendu à 100 000 exemplaires en Angleterre dans les années 90 et qui est à peu près des formats comme 21, feuilleton. Justement, donc Grenta, c'est vraiment un modèle pour vous, à feuilleton. Mais je pense que c'est un modèle aussi pour 21. Pour 21 aussi, pour finalement tous ces MOOC, alors que ça date quand même, Grenta. Et ça continue et ça se vend à 50 000 exemplaires. Et ça continue. Donc finalement, il n'y a rien de nouveau. Ah, mais si. C'est comme si vous disiez que, je sais pas, parce que c'est en Angleterre, ça doit. Évidemment qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que quand on le fait venir, on fait travailler d'autres équipes, on fait travailler d'autres journalistes. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que, évidemment, dans la revue 21, il y a par exemple de la bande dessinée. Mais je pense que les gens qui sont arrivés et qui vont le généraliser sur une intégralité de revues vont y apporter quelque chose d'autre, c'est évident. Et ils s'inscrivent aussi avec toute une tradition qui précédait les revues qui se sont installées aussi là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois de se demander est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau ou est-ce qu'aussi on crée une pluralité de voix, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que si effectivement il y a une demande, si effectivement certaines se distinguent et durent, comment à l'intérieur il va y avoir, puisque presse naissante, une pluralité qui est nécessaire à la bonne vie de la presse. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir qu'un seul titre qui donne qu'une vision de pensée. Ça serait dramatique pour cette presse-là. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, ceci dit, un risque de la spécialisation à outrance? Là, je prends l'exemple de cette revue qui sort demain, 180 degrés, c'est 21, mais spécialisé en cuisine, hein, qui est des recettes, des reportages sur des cuisiniers, des très belles photos. C'est exactement la même chose. Mais je pense que c'est pas terminé. Hein. Vous aurez d'autres choses, hein, et pire. Hein, mais je pense que non, mais je veux dire, vous aurez des. Je sais pas, il y aura le MOOC du jardinage. Vous pouvez 6 mois, 1 an normalement, ça devrait arriver. Il y aura je sais pas, on peut continuer comme ça, le MOOC des enfants, dont je crois qu'il existe déjà. Ouais, je crois, voilà.
Mais bon, en tout cas, c'est ce que dit Élie, et je pense que c'est aussi la parole de tout simplement celui qui est en bout de la chaîne et qui aussi constate les retours et constate les arrivées et voit les cartons de retour importants ou pas, et les lecteurs qui reviennent ou pas pour un numéro 2. Et enfin, évidemment, je suis en accord avec ce qui est dit sur... ils savent séparer ce qui est du grain de livret, c'est-à-dire, voilà, il y a des revues qui se sont présentées avec des grandes lettres de noblesse du journalisme, et qui n'ont pas fait plus d'un numéro, ou qui, au bout de 2 numéros, sont perfusés. Donc, c'est aussi à se questionner à l'intérieur de la qualité éditoriale, parce que le public le lectorat de librairie n'est pas le même. Il y a une exigence qui est haute, et une curiosité qui est différente, et pour laquelle si je devais le dire facilement, à qui on ne la fait pas. On ne la fait pas, ou alors on la fait sur un numéro. C'est ça moi je trouve ça crée une émulation collective qui est plutôt quand même enthousiasmante, c'est-à-dire un niveau d'exigence très haut. Vous voulez pas être lu par les gens qui vont au kiosque ? Ah non, c'est pas ça, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que les revues qui marchent moyennement se trouvent souvent au kiosque en même temps, c'est-à-dire qu'elles ont lancé elles sont parties avec le principe qu'elles n'iraient qu'en librairie, et au 2e numéro, elles arrivent en kiosque. Donc c'est pas qu'on ne veut pas être en kiosque, c'est un autre modèle. Moi, j'ai eu le rendez-vous avec Prestalis parce que ils sont venus, voilà, ils viennent pour évidemment parce qu'ils voient ce qu'ils appellent eux tout de suite un marché. Ils y voient des débouchés. Ils vous parlent de MOOC Corner. Enfin, vous écarquillez les yeux en vous disant, en fait, ça y est, c'est bon, ils ont mis une case. Donc, ils vous parlent de ça, et puis, partant de là, c'est une autre économie, il faut savoir ce que c'est. En librairie, on peut récupérer nos retours. Les livres qui reviennent sont retraités et reviennent en stock. Vous pouvez les récupérer, et par ailleurs, ce qu'on constate, là, vous pourrez peut-être confirmer ou pas, c'est que souvent les libraires, en fait, gardent les anciens numéros des revues. On peut retrouver le numéro 1 de Feuilleton, très souvent, de 21, etc. Alors qu'en kiosque... Ça, en kiosque, il y a une fin qui est de fin de trimestre, mais ce que je voulais dire juste pour Prestalis, après, pardon, c'est tout simplement, il faut savoir quelle économie c'est. Pour Prestalis, si vous voulez en vendre 10 000, il faut en mettre 20 000, et il y en a 10 000 qui sont détruits à la fin. Donc c'est dans quelle économie vous vous inscrivez aussi. Une économie ou pas de celle-là. Après, bon, il y a des succès en kiosque qui s'épuisent, mais la plupart du temps, c'est quand même où on ne récupère pas les exemplaires derrière. Donc c'est aussi le choix de l'économie dans laquelle on s'inscrit. Elivala, justement, pour vous, ce type de revue vis-à-vis du modèle économique a plus sa place chez vous, dans la librairie ? Mais, indéniablement, que ce soit à la fois en amont, pour suivre ce que disait Adrien Bosc, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas ces contraintes-là, que ça parte au pilon et qu'il y ait une rotation rapide. Donc tout ça, c'est s'inscrire sur du long terme, poser les choses. Nous, en amont, quand on voit les représ, quand on travaille ces titres à l'office 3 mois avant, qu'on n'a que des argus, qu'on les travaille donc avec les distributeurs, les diffuseurs, nous aussi, on prend un certain pari, on prend nos quantités, on propose des soirées de lancement. Tout ça 2 ou 3 mois avant, des contacts s'établissent. C'est une autre économie. De facto, c'est complètement un autre modèle. Ça implique, voilà, à la fois au niveau de la création et de la ligne éditoriale, complètement une autre politique. Donc, c'est 2 économies différentes. Ensuite, effectivement, la librairie, c'est un des seuls domaines commerciaux dans lesquels les retours sont autorisés. À l'aune de ces retours, effectivement, on peut juger du succès d'une entreprise culturelle, commerciale. Voilà, c'est 2 modèles complètement différents, et ils ont leur place dans les librairies indépendantes, ne serait-ce que parce qu'il y a ce temps, cet aspect de s'inscrire sur le long terme, et effectivement, on conserve, et dans la plupart des librairies, c'est ce qui se passe, on conserve des numéros à l'unité de la plupart des revues. Et après, juste après je vous passe la parole,
on a vu aussi très vite que celles qui n'ont pas tiré leur épingle du jeu, voire même ceux qui n'ont pas joué le jeu, qui ont fait du simple copier-coller d'autres revues qui avaient déjà du succès, ont très vite changé de maquette, de charte graphique générale, très vite se sont coupés en distribution à la fois kiosque, à la fois librairie. C'est possible pour certains de tenir comme ça. Et pour d'autres, quand on voit au numéro 3 des revues qui voulaient se placer sur ce marché-là, dans ces lieux culturels-là, et qui n'ont pas joué le jeu, on voit assez vite, en fait, quand ça colle plus. Et la confusion des genres et les deux modèles, ça tient pas. David Servenet. Oui, moi, il y a un terme qui m'a frappé dans ce que vous disiez, c'est le terme de temps. Parce que moi, en tant que journaliste, j'ai pas mal travaillé pour des sites internet. J'ai participé à la création de Rue 89, où j'ai passé 4 ans. J'ai travaillé sur un site qui s'appelle OVNI, défunt site puisqu'il a disparu il y a quelques temps. Mais moi, j'ai bien vu en tant que journaliste, que l'arrivée du tsunami numérique, comme on l'a appelé, a beaucoup développé ce qu'on appelle le fast news aujourd'hui, c'est-à-dire les informations, les 10 infos qu'on a tous les jours, ce que moi j'appelle un peu l'eau tiède, c'est-à-dire des informations en fait pour lesquelles on n'est plus du tout prêt à payer quoi que ce soit, puisque de toute façon elles sont partout, ces informations. Si je vous dis on a un nouveau pape, ok, qui est prêt à payer pour ça? En revanche, si je vous dis ce nouveau pape, peut-être que son passé durant la dictature en Argentine est intéressant et on va vous proposer une exploration en profondeur de cet angle-là, là il y a un certain nombre de gens qui vont être prêts à s'investir dans ce type de contenu sous une forme particulière et qui vont aussi être prêts à payer pour ça. Et par opposition, on peut imaginer qu'aujourd'hui, c'est paradoxal, mais je pense qu'on ne peut pas faire sans ces deux besoins. On a besoin de fast news tous les jours, et en même temps, on a aussi besoin de slow news. Et ces infos lentes, elles prennent très souvent aujourd'hui ces formes-là, hein, et elles s'inscrivent typiquement dans des lieux de vente comme les vôtres. Et pour moi, c'est pas du tout incompatible. Je pense que plus on va avancer, et plus en étant soumis à cette contrainte permanente du fast news, de l'eau tiède, on va avoir besoin, en tant que lecteur, de choses qui explorent le monde de manière un peu plus approfondie, quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'effectivement, on a besoin de faits, on a besoin d'informations. Et là, bon, à l'heure d'Internet, des chaînes d'information en continu accessibles à tous, on a ces faits quasi dans l'instantanéité. Et plus il y a de faits comme ça continuellement qui nous tombent dessus, plus il y a besoin de réflexion, y compris dans le sens de retour sur, et aussi dans le sens quelle optique va donner un comité rédactionnel. Les deux vont ensemble, et c'est ça qui fait qu'on peut s'approprier une culture, une information. Oui, alors Adrien Bosquet, qui on apporte cette information, cette plus-value, pour revenir à la question de la librairie ou du kiosque, c'est quand même une question qui se pose en termes d'accessibilité du public. Je vais prendre juste l'exemple d'Ouzbek Erika, qui était donc une note de ses revues, hein, et qui a décidé de passer en kiosque à 5 € au lieu de 15 € en librairie. Et donc je cite Jérôme Ruskin, donc, qui est le fondateur d'Ouzbek Erika, qui dit « On ne démocratise pas les grandes questions de société dans des ouvrages vendus 15 € en librairie ». Vous lui avez demandé combien il en vend au kiosque ou pas, de sa nouvelle formule? Parce que je crois qu'il en vend moins qu'il en vendait en librairie. Non, mais à 5 €. Vous êtes dur. Je suis pas dur, je constate, mais sans mépris autre. Je dis, il y a un modèle pour une information où aussi, à force de vouloir courir derrière un modèle obsolète, on en vient aussi à démocratiser mal aussi. C'est-à-dire, il y a des questions, c'est ce que disait David Servenet, on peut être une information complémentaire. On peut être une information qui est à côté, qui est un recul, qui, force est de constater, grandit aussi parce que ces revues sont en expansion.
que certaines continuent à trouver d'autant plus de lecteurs au fur et à mesure de leur numéro. Évidemment que ça n'est pas un média de masse, si on doit utiliser les termes qui sont... enfin voilà, ceux-là, c'est-à-dire on n'est pas sur des 500 000 exemplaires, 600 000 exemplaires ou de la presse quotidienne. Mais vous êtes sur un autre temps, vous êtes sur un trimestriel et vous êtes aussi sur un autre rapport. Investir dans sa presse, parce que c'est ça, payer 15 €, c'est investir dans une certaine forme de presse. C'est, si on doit grossièrement enfin, vraiment faire le calcul grossièrement, c'est les chiffres de vente, il faudrait presque les multiplier par 3. Parce que c'est aussi des livres qui, à la fin, ont une audience autre et qui, demander à 8000 personnes pour nous ou à 50 000 personnes pour 21 de revenir tous les trimestres et de mettre effectivement 15 €, c'est un autre rapport à l'information qui est, à mon avis, vraiment intéressant parce que c'est une information qui est lue dans son entièreté, qui est analysée par le lecteur et c'est là, à mon avis, où il y a quelque chose à penser. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit David Servenet sur le principe que ça n'est absolument pas incompatible avec une autre information qui doit être de qualité, mais qui ne sera pas sur les mêmes modes de diffusion. Donc il y a une information de qualité en kiosque, et il y a une information de qualité sur Internet aussi, et tout ça va ensemble. Alors justement, David Servenet, il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la revue dessinée de ce point de vue-là, en termes d'accessibilité, puisqu'il va y avoir à la fois une revue papier à 15 €, un beau produit, un bel objet, dont on parle depuis tout à l'heure, et puis en même temps le même contenu à 5 € en application numérique. Oui, alors c'est parce que quand même, moi ça me pose un problème, le fait que alors on fait un bel objet, c'est très bien, et il trouve son lieu de diffusion dans le réseau des librairies, et c'est très bien. Et pour toutes ces raisons, parce que c'est un bel objet, on est obligé de le vendre à 15 €, sinon économiquement ça devient très délicat. Et en même temps, donc nous, le pari qu'on fait, mais alors là qui est un pari, je veux dire, enfin un vrai pari dans le sens où on n'a aucune idée, là pour le coup, il n'y a pas de référence sur est-ce que ça va marcher un petit peu, pas du tout ou beaucoup, c'est le pari du numérique, c'est-à-dire c'est de dire on va proposer le même contenu, et même vraisemblablement un petit peu différent parce qu'il y aura toute une partie des bonus avec chaque histoire qui aura un contenu multimédia, puisqu'on peut le faire évidemment sur une application, et à un tarif beaucoup moins cher, donc de vraisemblablement 5,99 €, puisque sur l'App Store vous êtes soumis à ce genre de tarification un peu rocambolesque, mais pour une raison très simple, c'est que évidemment le coût de fabrication du numérique n'est pas du tout le même que celui du papier, donc on peut se permettre de proposer le même contenu à un prix beaucoup moins cher, donc environ un tiers du prix du papier, et avec aussi l'idée que peut-être, mais on verra bien, nous arriverons à toucher un public assez différent de celui qu'on pourra toucher en librairie. C'est-à-dire un public en gros plus jeune, mais qui a aussi moins de moyens. Hein. Et nous on s'est dit... Pour un iPad tout de même. Oui, certes, il faut avoir un iPad, on est d'accord. Aujourd'hui, vous avez 3,5 millions d'iPads en France, et demain, il est vraisemblable que ça va devenir un objet usuel, tout comme le smartphone aujourd'hui équipe 55% de la population et on est sur des taux d'équipement de 75% dès lors qu'on parle de la tranche des 15-25 ans. Donc on va dire que dans les mois ou les années qui viennent, la tablette deviendra quand même un objet démocratisé. Et l'idée donc c'est de dire voilà, on va peut-être pouvoir aussi proposer pour un prix quand même assez modique un contenu intéressant sur le fond et sur la forme. Voilà. Mais tout ça reste évidemment à Paris, puisque vous le savez bien, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'édition, la part du numérique dans le chiffre d'affaires de l'édition en France, on est sur 1,5%, alors que dans le monde anglo-saxon, on est entre 15 et 20% selon les secteurs, et que tout ça aussi doit évoluer
Nous, c'est aussi pour ça que, par exemple, dans le dispositif contractuel qu'on propose aux auteurs, on leur propose de conserver les droits numériques. C'est-à-dire que quand on achète une histoire à des auteurs, on leur achète le droit de parution dans le papier et dans le numérique, avec le droit d'exploiter nos archives, les archives de la revue évidemment, mais passé le délai de 3 mois de parution, les auteurs auront l'entière liberté de faire ce qu'ils veulent de leurs droits numériques s'ils ont envie de les exploiter sur un autre support par eux-mêmes. Voilà. Ce qui est une position qu'aucun éditeur n'a pris jusqu'à aujourd'hui. Adrien Boss, cette question du numérique ou d'être à la fois en librairie et en numérique, ça vous évoque quoi? Est-ce que la revue se construit forcément contre le numérique? Parce qu'il y a eu un peu de ça. Il y a eu un certain nombre de manifestes, dont le manifeste de 21. Est-ce que comment vous percevez ces réflexions sur le numérique? Je suis pas absolument sûr que ce soit contre le numérique forcément de leur position, mais je sais pas, je vais pas rentrer forcément dedans en détail, mais en tout cas, la question c'est comment on finance et comment aussi on reste présent en librairie avec un rapport qui peut être un rapport de de sincérité par rapport aussi totalement à la démarche première. Là, la démarche, elle est d'emblée de dire on va arriver. Nous, on avait un souhait qui était celui d'éditeurs, de papier. On pensait aussi à une démarche qui était de dire voilà, on va présenter une revue qui représente une sorte de besoin paradoxal, c'est-à-dire au moment même où la numérisation évidemment est inexorable et on va aller de plus en plus vers ce dont parle David Servenet, il y a une demande qui est concomitante et paradoxale d'un retour justement à une information regroupée dans une revue imprimée qui se garde, qui va plus proche du livre, qui est sous la forme presque d'une collection qui se compose au fur et à mesure des années. Voilà, on est parti de cette démarche-là. Après, on n'a pas une position contre. Je trouve que la question, c'est comment on adapte vraiment, comment on épuise les potentialités d'un média. Sur le numérique, je trouve que ce qui est fait autour du web documentaire, c'est épuiser les potentialités, par exemple, du moins pour le moment, du média en question. C'est faire du grand reportage à partir du numérique. Donc, par exemple, le travail qu'a fait Upian autour de Prison Valley ou d'Alma, c'est vraiment un travail qui est de la même manière ce dont on parlait, ce pas de côté, ces démarches au long cours, mais appliquées totalement aux médias et avec ce qu'il peut proposer de nouveau. Nous, on n'a pas eu l'ambition, et puis aussi parce que la question c'est comment on peut faire vivre cette revue, qu'elle continue tous les trimestres. Pour l'instant, le modèle économique, en tout cas du numérique en France, pour nous, il n'est pas là. Pour avoir travaillé dans les maisons d'édition, je connais les meilleurs chiffres, on va dire, de vente du numérique. Dans les très grandes maisons, quand un livre est à 800 en numérique, c'est presque un maximum. Donc on parle de 800 exemplaires à 5 €. Donc, en tout cas, pour financer les reportages qu'on veut financer, pour acheter les articles qu'on veut acheter, nous, c'est aussi s'inscrire dans cette économie-là, qui est l'économie de la librairie. Et après, bon, il y a autre chose, mais c'est aussi dans quelle économie dans quelle chaîne du livre on a envie de s'inscrire. Avec finalement, c'est des petites équipes. David Servenet parlait de 2,5 personnes, c'est aussi notre cas. Donc c'est des toutes petites équipes et évidemment c'est loin des plateaux de journalistes tels qu'ont connu la presse et continuent à le connaître, mais avec toutes les difficultés que ça comporte. Mais c'est aussi s'inscrire dans une chaîne du livre beaucoup plus large, dans laquelle, si vous faites le pari d'imprimer et d'aller en librairie, vous avez évidemment un rapport direct aux libraires, mais vous avez les représentants qui sont des gens qui ont une qualité d'explication vers le libraire aussi de votre contenu. Donc ça, c'est un rapport qui n'existe pas, par exemple, pour le kiosque, mais qui n'existerait pas aussi pour le numérique. Vous avez un rapport à votre imprimeur, vous avez un rapport à la photogravure. Tout simplement, voilà, à quel point vous avez envie de vous inscrire aussi dans une chaîne qui est plus pesante, peut-être, d'emblée comme ça,
mais qui aussi correspond plus à votre média. Donc nous, elle nous semble qu'elle correspond plus à un média qui se veut justement lent, trimestriel, en librairie, et que ça serait tartuffe pour nous d'aller sur les deux. Voilà. Vous évoquez le modèle économique du numérique, mais alors le modèle économique de la revue, quel est-il? Parce que on imagine que ça ne peut pas être tout de même à l'équilibre avec le seul prix de vente de 15 €. J'aimerais bien savoir déjà quelle la part d'abonnés pour Feuilleton, et par ailleurs, mais comment on fait pour lever des fonds suffisamment importants pour lancer ce genre de projet? Parce que voilà, il y a aussi une part de mécénat nécessaire. Il y a une différence entre lever des fonds et faire du mécénat. Il y a une levée de fonds, c'est des Vous dites ça à actionnaires. nos actionnaires, ils vont être très contents. Des actionnaires, c'est des gens qui parient pour un projet et qui parient sur un projet et qui mettent de l'argent minoritaire, majoritaire. Nous, à l'intérieur, on a j'ai 51%. Une première levée de fonds qu'on a appelée, c'est une levée de fonds, on appelle ça dans les montages en love money, c'est-à-dire premier cercle qui est amis, famille, qui m'a permis d'obtenir en propre 51%, et après d'aller vers des actionnaires qui sont tous minoritaires, mais qui ont évidemment chacun un poids, et qui ont permis d'arriver avec une trésorerie capable d'assumer plusieurs numéros d'emblée. Et tout à l'heure on parlait du problème de la trésorerie, mais je pense que je laisserai David Servanet parler de son modèle économique et de la nécessité de penser à une trésorerie d'emblée. Voilà, donc le modèle économique, il est évidemment pas fait de mécénat. Sinon, ces entreprises ne naîtraient pas. Enfin, à part si c'est des paris. Si la chute du lectorat tombe à 4000 sur un numéro, c'est dramatique, parce que vous demandiez si on était uniquement sur le lectorat, on l'est quasi uniquement, puisque nous on est à 500 abonnés sur Feuilleton. C'est bien, mais c'est pas ce qui nous permet, par exemple, ça crée justement, par les trésoreries, ça crée une trésorerie, puisque c'est 60 € qui sont avancés par l'abonné. Mais si vous remarquez, 60 €, c'est exactement le prix que vous payeriez en librairie, parce qu'on a voulu aller au bout de la démarche, qui était de dire, si on parle de défense de la librairie, si on dit qu'on s'inscrit dans cette chaîne du livre-là, on ne souhaite pas faire, en tout cas, d'abonnement rabais. Tout simplement, même on est assez clair, on dit que ceux qui veulent s'abonner pour 2 ans, c'est quasi... c'est qu'ils sont philanthropes vis-à-vis de notre démarche, mais il n'y aura rien d'autre que de le recevoir une semaine avant. Dit comme ça, c'est anti-commercial. Il se trouve qu'on a atteint 500 abonnés, ce qui est pas mal. C'est évidemment pas... ce qui nous permet de tenir simplement sur les abonnés. Mais c'est aussi très intéressant de se dire qu'un média ne tient qu'à son lectorat. Et ça, il y a très très peu de médias en France qui peuvent se targuer de dire qu'ils ne sont pas perfusés à 40%, 50% par de l'aide publique ou essentiellement la publicité. Desports, c'est une part qui n'est pas majoritaire, par exemple, de publicité. L'idée, c'est de retourner en librairie, de refaire un pari à chaque numéro, de refaire un pari qui peut évidemment s'avérer perdant du moment où on descend en dessous de notre point mort. Et je le cite, voilà, en dessous de notre point mort, on est une entreprise qui n'est pas rentable. Donc aujourd'hui, Feuilleton ne vit que grâce à ses lecteurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'actionnaires qui investissent en sachant qu'ils vont perdre de l'argent. Donc on les appelle des actionnaires, mais de fait c'est du mécénat, qui investissent dans la presse quotidienne et qui investissent aussi dans ces revues. Par exemple, dans votre capitale, il y a quelqu'un comme Pierre Berger qui est connu justement pour ne pas trop regarder l'argent qu'il investit dans les médias. Est-ce que ça, c'est mine de rien quand même important pour ces revues-là pour pouvoir exister? Ce qui est important, c'est d'arriver à faire sa première levée de fonds. Quand on a commencé j'ai fait un numéro 0 dans le sous-sol des éditions Alia, et c'est pour ça que ça s'appelle les éditions du sous-sol, enfin la maison qui s'occupe de ça. Et j'avais pas grand-chose à part ce qu'on appelle la rupture le montant de la rupture conventionnelle de contrat de mon ancien contrat d'édition pour monter ce numéro 0. Et à partir de là, je suis effectivement allé voir des actionnaires qui me semblaient aussi légitimes dans leur projet.
enfin, dans leur projet à chaque fois d'investissement. Le premier actionnaire, c'est Gérard Bérébi, qui est donc directeur des éditions Alia, qu'il est à 5%. Il y a 2 autres actionnaires qui sont à 8%, qui sont Victor Robert, qui est présentateur sur Canal+, mais qui est aussi un ancien de CAPA et qui a travaillé à créer cette émission qui est l'effet papillon et qui me semblait assez proche d'une certaine forme de notre démarche qui était la volonté de décentrer l'information, de ne pas parler essentiellement de la formation franco-française. Le troisième est un avocat qui s'appelle Olivier Diaz, qui est aussi à 8%, et qui, lui, nous a aidé aussi dans la construction juridique de cette revue. Et se trouve Pierre Berger, qui est à 28%, et qui a été contacté aussi parce qu'il a été l'actionnaire, l'un des premiers actionnaires de Courrier International, et ça nous paraissait légitime pour une revue qui se voulait aussi, pour caricaturer le Courrier International des revues, d'aller aussi vers cet actionnaire-là. Après, l'important, c'est que l'éditorial garde 51% aussi pour pouvoir se targuer d'être tout à fait libre dans sa démarche, et c'est le cas. Les autres actionnaires, et moi je vous suivrai pas dans vos propos sur le principe du mécénat volontaire de Pierre Berger. Les autres actionnaires, évidemment, attendent que cette entreprise soit rentable. Ils attendent que, peut-être, même si évidemment c'est des actionnaires qui ont l'intelligence de penser à long terme et pas à court terme, que d'ici quelques années, peut-être, ils en sortiront bien. Mais c'est aussi peut-être pour eux la volonté de s'inscrire dans un projet et que le projet dure longtemps. Donc pour qu'il dure longtemps, il faut qu'il soit à l'équilibre. Voilà. Avant de donner la parole au public, David Servenet, sur cette question du modèle économique, vous qui êtes en train de créer une revue, comment vous abordez la chose, comment on fait pour lever les fonds nécessaires et pour lancer un projet comme ça? Alors, moi je crois qu'on peut pas considérer les actionnaires comme des mécènes non plus, hein. Pour une raison assez simple, c'est que nous on a eu recours à un système un peu similaire. Donc au départ on n'avait pas d'économie, enfin ou quasiment pas, pour monter, en tout cas pour financer un tel projet. Et donc on a monté une levée de fonds en 2 temps. Le premier temps, ça a été de réunir effectivement donc ce qu'on appelle un love money, l'argent de l'amour, qui souvent est constitué de la famille, des amis, et là qui a été constitué de manière un peu particulière, parce qu'en fait c'est un petit groupe de collectionneurs de bandes dessinées, donc des gens qui sont passionnés, qui par ailleurs dans la vie sont avocats, traders, dentistes, donc qui ont un petit peu de moyens, qui sont souvent, on le dit peu, des gens qui sont soumis au paiement de l'ISF, et quand vous payez l'ISF, vous pouvez défiscaliser ce genre d'investissement à hauteur de 66%, ce qui n'est pas non plus un argument tout à fait neutre quand on décide de faire ce geste. Et donc ces gens-là ont mis, donc ils sont une dizaine, et ils ont mis chacun entre 5 000 et 25 000 euros pour les plus audacieux dans notre aventure. Et puis après, on a eu des discussions avec des éditeurs, avec plusieurs grands groupes d'édition, qui étaient très intéressés par entrer au capital, pour une raison assez simple, c'est que le concept, l'idée de la revue dessinée leur paraissait pertinent, la composition de l'équipe leur paraissait aussi à peu près, on va dire, compétente ou pertinente, et ça leur sert à quelque chose de très important, c'est que le monde de l'édition est quand même souvent un monde un petit peu conformiste en matière d'innovation, et notamment d'innovation numérique, et le projet de la revue dessinée leur permet de jouer un petit peu... on va être une sorte de labo de R&D pour eux, et ça les intéresse beaucoup. Et donc finalement, après quelques discussions, on s'est rapproché de la filiale de bande dessinée du groupe Gallimard, donc Futuropolis, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait un certain nombre des fondateurs qui avaient déjà pas mal publié et travaillé avec les gens de Futuro, et puis aussi parce que dans l'ADN éditorial, pour ceux qui connaissent un petit peu la production de cette maison, qui a beaucoup fait pour promouvoir la BD reportage, la BD du réel,
il y avait pas mal de points communs. Et donc, eux sont entrés à hauteur de 5% dans le capital. Donc, nous, on a diffusé 18% du capital de l'entreprise et on en a gardé, nous, les 6 cofondateurs, 82%, de manière à s'assurer une bonne marge de manœuvre en termes de contrôle éditorial pour la suite. Voilà, et ce qui nous assure le financement d'au moins 1 an de sortie, donc la mise en route du projet et 1 an de sortie de la revue, sachant que nous on a un vrai problème de trésorerie. Pour vous donner une idée, donc un numéro de la revue dessinée coûte en frais de rémunération des auteurs 30 000 €. Or, cette somme, nous, là, on a commencé depuis le début de l'année à la débourser, puisqu'on a lancé, là, maintenant, on travaille sur les 3 premiers numéros, en lançant donc des projets. Et à chaque fois, on est obligé de payer les gens à la réalisation des planches, puisque dans la bande dessinée, contrairement à la presse ou à l'édition, on ne paye pas les gens à publication, mais on les paye au fur et à mesure de la réalisation de leurs planches. Pourquoi ? Parce qu'en moyenne, un auteur de BD fait à peu près 10 planches par mois. Quand vous demandez à un auteur de travailler sur un projet de 50 planches, ça va lui prendre 5 mois. On ne peut pas dire aux gens, pendant 5 mois, vous n'allez pas être payé. C'est juste impossible. Donc, ça veut dire que là, on a commencé à engager en termes de trésorerie l'équivalent de frais de 3 numéros, vous faites le calcul, on est à peu près sur 100 000 €, dont les premiers revenus vont nous arriver en décembre, à la fin de l'année. Donc vous imaginez, pour une petite société, assurer, avoir dans sa trésorerie 100 000 € en circulation, c'est un peu problématique. Et donc, une des réponses qu'on a trouvées, c'est de lancer une campagne de préabonnement pour le papier, puisque c'est pas possible sur le numérique, qu'on a lancé via une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule, donc qui d'ordinaire sert à financer en fait du montage de projets, souvent culturels, mais on peut financer aussi toutes sortes de choses via Ulule. Et donc nous on a un peu en quelque sorte détourné le système, c'est-à-dire qu'on a lancé une campagne sur Ulule qui permet aux gens de se préabonner à un exemplaire, au premier exemplaire, ou 1 an d'abonnement ou 2 ans d'abonnement. Et là, donc, ça fait maintenant presque 2 mois, oui, un peu plus de 2 mois qu'on a lancé ça. Ça se termine dans une vingtaine de jours maintenant. Et on en est déjà à un peu plus de 500 soutiens, là, 550 si ma mémoire est bonne. Et c'est l'équivalent, ça fait un peu moins de 500 abonnements en fait, ce qui nous permet, comme l'expliquait bien Adrien Bosc, de faire rentrer de l'argent en trésorerie, puisque évidemment quand vous vous abonnez, ça fait de la trésorerie pour l'entreprise. Voilà, ce qui est un des moyens donc de contourner cette vraie difficulté économique. Après, d'un mot sur l'histoire du modèle économique de la revue dessinée, évidemment aujourd'hui le modèle économique il se trouve sur le papier, puisque une fois de plus 99% du marché de l'édition est dominé par le papier, mais nous on fait aussi le pari que le numérique va décoller pour les raisons que j'indiquais, c'est-à-dire que les taux d'équipement sont de plus en plus importants. On peut espérer aussi que les éditeurs auront une politique commerciale un peu plus, favorable à l'offre, parce que bien souvent aujourd'hui dans le numérique, vous voyez le prix d'un livre en numérique, il est parfois plus cher que le prix du poche, par exemple, en papier. Donc compte tenu des habitudes, les gens ils continuent à acheter des poches en papier et pas en numérique. Et donc là, il y a quand même aussi un vrai retard de la part des éditeurs, un manque de promotion autour du numérique. Donc voilà, mais on verra bien ce que nous dira l'avenir de ce point de vue-là. Donc on va tous aller sur Ulule, se préabonner à la revue dessinée. Et puis s'il y a des questions dans le public pour les invités, n'hésitez pas, profitez-en. Merci. Bonsoir, donc Bruno Anatrella, j'ai juste une question, une remarque, je ne sais pas si elle est pertinente ou pas. On est entre deux mondes, l'édition et l'information. Si je schématise rapidement pour moi en tout cas, le journaliste dérange,
l'éditeur est là pour faire réfléchir, pour divertir. On se positionne comment lorsqu'on fait notamment la revue BD? Est-ce qu'on fait une rédaction de presse? Est-ce qu'on respecte la charte de déontologie, ou on est éditeur et effectivement on est là pour faire divertir, pour faire réfléchir? Comment on se situe par rapport à ça? David Serlonnet sur le sujet. Je suis pas sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui dérangent. Hein. Moi, j'ai commencé à faire des livres parce que, une fois de plus, en tant que journaliste, à un moment donné, je ne voyais plus dans le cadre d'exercices quotidiens. J'ai travaillé une dizaine d'années pour Radio France Internationale, où je faisais beaucoup d'enquêtes sur le terrain franco-africain. Et mon premier livre a été consacré au génocide au Rwanda, parce que sur mon antenne, j'avais pas forcément tout l'espace que je souhaitais avoir pour dire, pour m'exprimer, pour faire état des faits que j'avais récoltés. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui font le métier de la presse, en fait. C'est-à-dire qui font de l'information, qui font des livres qu'on appelle livres documents, livres d'enquête. Donc voilà, maintenant, concrètement, comment on fait, nous? En fait, c'est assez simple. En général, on a beaucoup de propositions de sujets qui viennent de journalistes, d'universitaires, de gens qui, pour une raison ou une autre, ont la maîtrise d'un sujet et d'un propos, et qui viennent avec l'idée de raconter une histoire sous un angle précis, et ça correspond à une démarche journalistique. Et puis, en face, il y a des auteurs de bande dessinée, éventuellement des scénaristes, mais surtout des dessinateurs, qui, eux, vont être séduits par une histoire, un sujet, et en fait, nous, on joue un peu le rôle de marieur. C'est-à-dire qu'on crée des tandems qu'on espère les plus harmonieux possible, et en essayant de se dire, voilà, sur telle histoire, avec tel journaliste, tel universitaire, quel serait le bon dessinateur, le bon dessin aussi, qui va pouvoir exprimer avec le plus de pertinence possible ce propos. Et on crée donc des binômes où il faut que chacun s'apprivoise, parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes contraintes. Je parlais tout à l'heure des questions des techniques narratives. Un dessinateur, il a à sa disposition tout un tas d'artifices, de raccourcis qui vont lui faciliter cette narration. Très souvent, ça, journalistiquement, c'est pas possible, parce qu'on va prendre trop de liberté avec les faits. Et à l'inverse, moi je cite toujours cet exemple, quand vous faites une enquête et que vous savez qu'à un moment donné, une brochette de gros méchants s'est retrouvée dans une réunion dans tel hôtel à Genève pour arranger, par exemple, le règlement financier d'une vente d'armes, d'un trafic d'armes qui s'est fait au profit d'une dictature. Je vous cite cet exemple parce qu'il est réel. On a le compte-rendu de cette réunion, on a un document, donc où il y a tous les gens, on sait où ça s'est passé, on sait ce qui s'est dit, et on sait quel a été le deal final. Sauf que on n'y était pas à cette réunion. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de représentation. La grande qualité de la bande dessinée, c'est qu'on va pouvoir quand même représenter cette réunion de la manière la plus véridique possible, hein, puisque c'est basé sur une enquête avec des vérifications, et qu'on va pouvoir rendre compte de tout ça. Voilà. Et c'est là où on se dit, et au vu de ce qu'on a commencé nous à voir comme planche, que il y a, si vous voulez, on essaye d'associer la rigueur journalistique, qui est un vrai savoir-faire, avec la puissance de l'imaginaire que peuvent apporter des auteurs de bande dessinée. Et quand vous arrivez à articuler ces deux choses-là, ça donne des résultats assez étonnants. Je ne sais pas si vous avez répondu à votre question. Si, mais... parfait. Au niveau de la déontologie, pardonnez-moi, au niveau de la déontologie, comment on se situe par rapport à ce projet-là? On applique les critères de base en la matière. Qui sont des critères journalistiques sur la qualité des sources, la qualité de l'enquête. Enfin voilà. Non, ça me paraît clair, mais est-ce que pour les lecteurs, et ça c'est peut-être plus une question pour le libraire, est-ce que ça paraît clair pour le lecteur? Est-ce que justement, je suis pas pour l'étiquetage, hein, je suis assez d'accord sur le côté, le projet est très très intéressant et passionnant. Également pour un passionné de BD. Mais après, est-ce que les lecteurs se retrouvent? Est-ce que j'achète un journal, ou est-ce que j'achète avec une info, ou est-ce que j'achète, c'était un peu réducteur, je vous l'accorde, divertir, réfléchir, ou est-ce que j'achète un livre? Et là, c'est la question que je pose. Est-ce que le lecteur s'y retrouve par rapport à cela? Je peux pas encore répondre à leur place. J'ai l'impression, enfin,
ce qu'on sent, c'est qu'en tout cas, il y a une vraie demande à la fois pour une démarche de fond, hein, une fois de plus, de traiter de sujets qui éclairent le quotidien des gens, y compris, j'en ai pas beaucoup parlé, mais dans l'aspect pédagogique, par exemple. Hein. Là, je renvoie vers... j'ai mis une des chroniques qui sera une chronique consacrée, un peu prospective dans son esprit, et là, par exemple, qui sera consacrée à l'histoire de la vidéosurveillance. Et nous, on a à cœur aussi à avoir une démarche assez pédagogique de ce point de vue-là, donc y compris via le média BD, qui offre beaucoup de qualité pour aller dans ce sens-là. Voilà. Après, est-ce que les lecteurs s'y retrouveront ? On le saura dans quelques mois. Adrien Boss, vous vouliez réagir, vous, en tant que non, mais éditeur ? j'étais d'accord avec l'idée que l'éditeur n'est pas... Et justement, il me semble que les documents journalistiques les plus intéressants récemment sont plutôt, en fait, des livres. Que l'année dernière... il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Tarnac, magasin général, de David Dufresne, et qui est un livre d'enquête excellent sur donc l'affaire Tarnac, mais avec un recul autre, et surtout parce qu'il a suivi de près et qu'il a voulu montrer aussi comment le journalisme parfois, certains journalistes se faisaient enquêteurs judiciaires et comment justement la frontière était ténue et souvent certains y tombaient. Et puis je pense que les affaires récentes n'aideront pas justement enfin, l'esprit peut-être l'esprit panurge pour certains quotidiens les dessert justement dans le traitement de l'information actuellement. Et donc je peux citer l'exemple de Tarnac, mais évidemment d'autres reporters qui étaient avant des reporters qu'on retrouvait dans la presse, de plus en plus s'orientent vers un choix qui est celui du livre. Donc évidemment, il y a Florence Aubenas pour les éditions de l'Olivier, qui continue à être au Monde, mais qui fait paraître ses enquêtes à l'Olivier. Et on peut citer aussi Anne Niva, qui certains de ses reportages en Irak ou en Afghanistan paraissent d'abord en livre. Donc je pense que c'est aussi, ça participe d'ailleurs, à mon avis, ce qu'on appelle voilà, le phénomène, c'est aussi que la démarche journalistique se trouve plutôt... Enfin, la bonne réception se trouverait en librairie et dans un livre. Et Livala, justement, sur la réception du public. Mais le public, de toute façon, il a aussi en librairie accès à bon nombre d'ouvrages de non-fiction. Et là, les éditeurs s'y trompent pas. Enfin, il y a des éditeurs aussi, que ce soit Maspero il y a quelques années, La Découverte aujourd'hui, qui peuvent toujours être dérangeants, La Fabrique, qui peuvent paraître dérangeants. Et le lecteur va savoir aussi, quand il va aller vers certaines revues, ou quand nous, on va le diriger vers certaines revues, que les codes de déontologie journalistique, que la véracité de ce qu'on lui propose, enfin, c'est pas la forme qui va nuire à la vérité au fond de ça. Ça, c'est sur nos conseils, parce qu'on lui dit, il le sait, et après, il s'aperçoit aussi assez vite, souvent quand la revue, encore une fois, est bien faite, de la volonté éditoriale. Quand on va aller acheter une revue comme Oui Demain, qui est quelque chose plus sur ce qui va advenir, sur le futur, des choses assez portées aussi, certains aspects scientifiques, c'est pas comme quand on va prendre la revue Le Tigre. On va pas chercher la même chose. Donc, ils savent aussi, enfin, le lecteur sait ce qu'il va chercher, et après, les codes à la fois sur la connaissance des sources, leur anonymat garanti, l'exactitude des lieux, enfin les repères historiques qui peuvent être donnés, ils en doutent pas. Et puis voilà, c'est pas pareil quand on va acheter Alibi, Crime et Châtiment, qui sont des revues autour de la fiction. C'est vraiment pas pareil que si on fait la démarche d'aller acheter Schnock, qui est une revue beaucoup plus décalée, sur une sorte de retour de nostalgie qui est bien faite en plus, au demeurant. Et c'est pas pareil quand on va aller acheter Des Sports, où on va nous sortir un pont entre du journalisme sportif, tirant parfois sur la littérature, sur d'autres arts, et où aussi, dans le premier, là, il y avait un reportage en grande partie avec une iconographie photographique importante sur Saut de Chameau.
Ils savent que c'est vrai et ils se retrouvent. Et ce mélange-là, quand il est bien fait, et encore une fois, quand la ligne éditoriale est claire et qu'elle est respectée, on le voit, nous, libraires, et les lecteurs le voient. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, si je peux apporter peut-être une petite précision sur un peu la cuisine de mon métier, quand on fait du journalisme d'enquête, il y a un peu deux grandes familles ou deux grandes catégories. Vous pouvez, quand vous êtes journaliste, vous mettre dans la roue des services officiels d'enquête, c'est-à-dire qu'il y a des juges qui enquêtent, il y a des policiers, des gendarmes, etc. Et vous faites le chroniqueur, parfois quotidien, de ces enquêtes. C'est ce que vous trouvez aujourd'hui sur plein d'histoires dans la presse, et notamment dans la presse quotidienne. Il y a une autre manière de faire de l'enquête quand on est journaliste, c'est de faire ce que d'aucuns appellent le journalisme d'initiative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête officielle sur les sujets qui vous intéressent. Et là, c'est beaucoup plus compliqué et ça prend beaucoup plus de temps. Et là, vous n'êtes plus dans une temporalité quotidienne. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans la presse, il y a très petites et très peu de médias qui sont prêts à financer ce type de journalisme. Bon. Donc il faut bien que, pourtant que ça se fasse, parce qu'il y a toujours des journalistes qui travaillent comme ça et qui aiment faire ça, sans pour autant se prendre pour des flics ou des juges, hein, on est bien d'accord, parce que moi je dis toujours, moi je n'ai aucun moyen de coercition, je n'ai que ma force de conviction. Donc évidemment on part pas avec les mêmes armes et dans le même cadre. Et puis moi j'envoie pas les gens en prison non plus. Mais donc là, les gens qui aujourd'hui financent ce type d'enquête, de plus en plus, ce sont des éditeurs. C'est parfois encore un petit peu la télévision, parce qu'il y a encore un peu d'argent dans la production télévisée. Et puis, je pense que ce sont aussi les médias, comme on essaye, nous, de les créer, hein, pour faire vivre une certaine idée de ce journalisme d'enquête d'initiative. Je crains qu'il ne faille conclure. En plus, sinon, le débat va finir par dériver sur Mediapart et l'affaire Cahuzac, à force de parler de journalisme d'investigation. Merci à tous d'être venus. Et merci à l'association Supédit, et notamment Claire Guéhin et Clémence Billot, qui ont organisé et préparé cette rencontre. Merci aux invités. David Servenet, on vous souhaite une belle réussite pour la revue dessinée. Et on vous rappelle que vous pouvez la précommander sur ulule.com. Adrien Bosque, merci beaucoup. Bonne continuation à Feuilleton et à Desports. Feuilleton, le prochain, c'est le 11 avril, c'est ça? Et Desports, c'est au mois de mai. Le 24 mai. Et merci à Elie Valla. Pour acheter toutes ces revues, rendez-vous à la librairie Guetteur de Vence, en 8 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. Et merci à la bibliothèque Buffon pour son accueil. Je vous rappelle que vous pourrez revoir cette table ronde sur le site France Culture Plus.